comprendre certains élèves et mieux les accompagner, il est essentiel de se pencher sur la réalité de la déficience intellectuelle. Avant de commencer, il faut savoir que la déficience intellectuelle n'est pas une maladie, mais plutôt un état ou un trouble. Donc, les personnes qui en sont atteintes ne sont pas malades, elles vivent avec cette condition. On va maintenant aborder plus en détail ce que c'est exactement et surtout, comment on peut agir pour soutenir les élèves. 3 critères permettent de reconnaître une déficience intellectuelle. Une limitation du fonctionnement intellectuel, des difficultés dans les habiletés de la vie quotidienne et le tout doit apparaître avant l'âge de 18 ans. Aussi, ces personnes sont jusqu'à 3 fois plus à risque d'avoir un autre trouble, ce qu'on appelle la comorbidité. L'origine de la déficience intellectuelle reste très souvent inconnue. Parmi celles identifiées, il y a des facteurs biologiques reliés à des conditions génétiques et à l'hérédité, des facteurs d'origine environnementale ou des complications liées à la naissance. La déficience intellectuelle peut aussi se manifester à la suite d'une atteinte du système nerveux central comme pendant une méningite. Il n'existe pas de traitement ou de médicaments pour la déficience intellectuelle. Ce sont plutôt les interventions et l'environnement adapté qui permet à l'élève de progresser. Selon le niveau de la déficience, certains peuvent suivre un parcours régulier avec un plan d'intervention, plus de soutien et de temps. D'autres seront orientés vers des programmes comme le CAPS ou le FPT au secondaire. Ces programmes, disponibles sur les sites du gouvernement du Québec, visent à faciliter le passage vers la vie active en favorisant l'autonomie, l'intégration et une meilleure qualité de vie. Bonjour, Madame Marie-Claude Gilbert. Merci d'avoir accepté à participer à cette entrevue concernant la déficience intellectuelle. Pour débuter, pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel? Je m'appelle Marie-Claude Gilbert. Je suis actuellement professeure régulière à l'Université du Québec à Trois-Rivières au département des sciences de l'éducation. Et puis, je suis aussi également responsable pédagogique des stages au bac en adaptation scolaire et à la maîtrise en orthopédagogie. Du côté de la déficience intellectuelle, j'ai eu le plaisir d'avoir une classe pendant quelques années comme enseignante, comme praticienne en déficience intellectuelle auprès de cette clientèle. Et puis, j'ai eu également un oncle avec lequel j'ai grandi qui a une trisomie avec une déficience sévère. Donc, je pourrais peut-être apporter aussi des précisions. J'ai également été conseillère pédagogique où j'ai eu le plaisir d'accompagner des enseignantes en exercice sur le terrain. Maintenant, comment ce trouble évolue-t-il à travers l'enfance et l'adolescence? C'est pas simple parce que il y a deux causes à la déficience intellectuelle. Donc, une qui est de cause biologique, et donc notamment pour la trisomie 21, puis ou on appelle à l'occasion le syndrome de Down. Et puis, on a également le syndrome de Williams. L'autre cause de la déficience intellectuelle, c'est une cause environnementale. Parfois, un accident pendant la grossesse, notamment pour le spectre, si on veut, de l'alcoolisme fœtal. Donc, c'est une des possibilités. Donc, c'est les causes majeures. Dans l'évolution, je dirais que c'est à géométrie variable à cause de ces facteurs-là, mais aussi parce que souvent la comorbidité, c'est-à-dire que c'est pendant qu'on va retrouver notamment chez les personnes qui vivent avec une trisomie, des problématiques de diabète, des problématiques très variées au niveau de la santé cardiaque notamment. Donc, il y a une évolution avec cette comorbidité-là qui va amener des fois dès la petite enfance des enjeux majeurs, une surdité, des problèmes de vision. D'autres vont avoir également des problèmes de langage marqué. Donc ça aussi, ça a un impact. Ce qui est important de retenir ici, c'est que à l'occasion, il y a des sphères de développement qui vont se développer selon ce qu'on appelle la courbe normale. Donc, il pourrait avoir un développement moteur très, très normal, normatif chez certains individus, mais on pourrait avoir une déficience au niveau de la sphère cognitive ou au niveau de certaines autres sphères motrices particulières, mais pas nécessairement dans la généralité.
Pouvez-vous nous donner des exemples de manifestations les plus communes? Tout à fait. Ben, première des choses, il faut savoir que la déficience intellectuelle se déploie un peu comme tout autre syndrome, c'est-à-dire qu'avec une variété, une nuance qui va de la déficience intellectuelle légère, moyenne, sévère. Fait que déjà, ça a des effets là, marquants. De façon générale, on va reconnaître une certaine forme de gentillesse pour la plupart, une douceur pour la plupart, là, qui est comme innée. Donc, quand on a besoin d'une cure de santé, beauté, ben, vivre avec cette clientèle-là dans une classe, c'est toujours du soleil, c'est de la vitamine, parce qu'on est souvent là, s'ils ne peuvent l'exprimer de façon verbale, ils vont l'exprimer là, de façon non verbale. Et ça, c'est toujours très, très, je dirais, marquant de ce côté. Et l'autre élément, c'est toujours l'autonomie, le niveau d'autonomie qui est toujours à étayer, à accompagner, ne serait-ce que pour pouvoir se vêtir, l'autonomie de base, là, être capable d'aller subvenir à ses besoins, boire de l'eau, tenir le verre sans le renverser. Pour certains, c'est déjà un enjeu. Pour d'autres, ben, ça va être aussi plutôt d'aller dans une sphère où être capable de circuler de façon sécuritaire à l'extérieur, regarder des deux côtés de la rue, être capable d'aller s'acheter quelque chose, de la nourriture et tout et tout. Donc, c'est quand même des enjeux au niveau de l'autonomie qui sont là de façon générale, qui se déploient, comme je disais, là, selon la déficience, selon l'accompagnement, selon les maladies qui, des fois, sont associées, donc la fameuse comorbidité. Et là, je parle maladie physique, mais il peut y avoir des maladies aussi physiologiques, psychologiques, excusez, là, qui s'associent. Existe-t-il une différence marquée entre les filles et les garçons par rapport à ce trouble? Quand on regarde la prévalence au niveau, là, notamment, on va parler de la trisomie, ben, il y a un petit peu plus de garçons, mais on va parler d'à peu près 10% de plus. Alors que pour les autres, ben, surtout quand c'est une déficience intellectuelle qui n'est pas de cause biologique, ben, là, il y a vraiment pas de différence à cet égard. Quels sont les comportements à éviter envers les élèves présentant ce trouble? La première préconception, c'est qui amène un comportement, une attitude particulière, des fois, des gens qui interviennent auprès d'une personne vivant avec une déficience, c'est l'infantilisation. Donc, c'est l'élément peut-être qu'il faut prendre en compte à éviter. Ce sont des personnes à part entière, ce sont des citoyens à part entière. Et donc, cette infantilisation-là, malheureusement, n'aide pas nécessairement, là, si on veut, au déploiement là, de toute cette belle citoyenneté-là, de l'autonomie visée. L'autre élément, pour certaines personnes, la communication reste quand même difficile, des fois dans l'émission, mais la compréhension peut être quand même assez bonne. Donc, on a l'impression qu'ils ne comprennent peu les messages en contexte de communication, alors qu'ils peuvent parfois très bien comprendre, c'est plus au niveau là, de l'émission. Et là, c'est là où on va avoir en milieu éducationnel des pictogrammes, des consignes plus alpha, des soutiens visuels qui vont être préconisés. Donc, ça, c'est des enjeux là, qui sont quand même bien connus et je dirais au niveau des stratégies ou des approches. Ça, il y en a une variété, mais celles qui soutiennent cet enjeu de communication-là sont vraiment majeures puis à déployer. Dernière question, ou bien un dernier commentaire, une chose à retenir par rapport à ce trouble? Il faut croire qu'ils sont capables, il faut croire en eux. Je nommais tantôt que ce sont des personnalités en général là, très bienveillantes, la vitamine soleil au quotidien. Elles sont inspirantes. Pour ma part, sur un plan plus personnel, je pense qu'elles ont contribué à m'apprendre à dire, ben, j'ai des impatiences, j'ai des préjugés, j'ai plein de choses et à faire évoluer cette vision-là. Donc, ça, c'est une chose. S'en inspirer, j'ai vu des réalisations autant au niveau artistique, sportif,
humaine, de bienveillance, de générosité, chez ces personnes-là au quotidien et ça, je pense que ça a pas de prix. Merci, Madame Gilbert, d'avoir participé avec nous. J'espère que vos réponses vont aider les étudiants à enseigner dans les classes d'adaptation scolaire. Bonjour, je suis Hanan Zafrani, je suis stagiaire de recherche au département des sciences de l'éducation à l'EQTR. Au début, je tiens à vous remercier d'avoir accepté de participer à cette entrevue concernant la déficience intellectuelle. Pour commencer, voulez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours professionnel et expérience avec les élèves? Oui, donc en fait, je m'appelle Danielle Lacasse. Je suis enseignante en adaptation scolaire depuis environ 6 ans. Voulez-vous nous parler des parcours scolaires des élèves à déficience intellectuelle? Je sais qu'il existe présentement dans mon centre de service scolaire des classes qu'on appelle DIMS. Donc, ça veut dire déficience intellectuelle modérée à sévère. Puis, quand les élèves, dans le fond, ont une déficience intellectuelle légère, ils peuvent être intégrés à d'autres classes spécialisées. Donc, ils peuvent être intégrés parfois à des classes de langage, à des classes, c'est ça, de TSA ou des classes de troubles d'apprentissage. Donc, les classes DIM sont plus pour les élèves qui ont une déficience intellectuelle modérée à sévère. Quand c'est une déficience intellectuelle légère, on peut avoir accès à ce qu'on appelle l'accès élargi CAPS. Donc, le programme, quand l'élève a le déficience intellectuelle modérée sévère, s'appelle CAPS. Donc, c'est un programme qui est axé sur la participation sociale. Donc, pour avoir accès à l'accès élargi, il faut avoir prouvé que l'élève n'est plus en mesure d'effectuer le programme de l'École québécoise. D'accord. Voulez-vous nous décrire l'environnement de classe, précision de l'adaptation à la classe par rapport au type des élèves? Oui. Donc, moi, à mon école, j'ai la chance aussi de côtoyer une enseignante qui est dans le programme CAPS, pour des élèves qui présentent une déficience intellectuelle modérée à sévère. Donc, en fait, l'important, eux aussi ont vraiment un bureau individualisé. Donc, c'est important que chacun ait leur place. Il va y avoir moins d'élèves dans la classe aussi. Donc, ça permet un aménagement où les bureaux peuvent être plus espacés. Par exemple, les élèves avec une déficience intellectuelle ont peut-être moins besoin d'avoir des zones ou des zones séparées des autres élèves. Donc, ils peuvent être en interaction quand même facilement avec les autres élèves. Puis, ce que j'ai vu, c'est que c'est important davantage qu'ils aient leur place à eux puis que leur place soit identifiée. Mais une fois que leur place est identifiée puis qu'ils savent où aller travailler dans la classe, ça va bien. D'accord. Quelles sont les méthodes pédagogiques à préconiser, exemple, programme particulier, touch, etc.? Donc, moi, j'ai vu que l'enseignante c'est ça, moi, dans ma classe, j'ai un élève qui présente une déficience intellectuelle légère. Donc, c'est un élève qui est intéressé davantage, par exemple, par les tâches à velcro, donc du pairage. Donc, associer une image à une autre image, associer deux images qui se ressemblent. Donc, le fait de pairer des tâches qui peuvent faire du pairage, c'est des tâches qu'ils peuvent aimer. Et quels sont les acteurs qui entrent en jeu et quels sont leurs rôles? Oui, donc dans le cas de la déficience intellectuelle, j'ai plus vu l'orthophoniste. Donc, c'est ça, l'orthophoniste est encore présente pour travailler les habiletés langagières des élèves. Puis, même s'ils présentent une déficience intellectuelle, dans le cadre de mon contexte école, c'est des élèves qu'on va leur apprendre quand même à lire. Donc, c'est important que l'orthophoniste soit là pour aider à habiliter l'enseignante et l'éducatrice à continuer de développer les habiletés de l'élève en lecture. Je sais qu'il peut aussi avoir, encore une fois, la psychoéducatrice qui peut être là pour les aider, puis la psychologue là, qui peut amener aussi, des fois, le diagnostic de déficience intellectuelle. Selon vous, quels sont les matériaux pertinents à utiliser avec les élèves? Et au niveau de la déficience intellectuelle, il peut encore une fois avoir des élèves qui sont non-verbaux et des élèves verbaux. De ce que je peux voir, quand c'est des élèves qui ont des difficultés au niveau verbal, il va avoir le programme PEC. Donc, c'est un programme d'aide à la communication qui utilise, par exemple, les pictogrammes ou les illustrations. Puis, l'élève peut avoir une tablette électronique et, en fond, pour communiquer, il va, soit avec un stylo tactile, il va pouvoir pointer le pictogramme et l'image qui va, comme dire, par exemple, manger.
Ensuite, il va fraises, bananes. Donc, ça va permettre à l'élève de développer une certaine autonomie, même si il présente des difficultés importantes. Oui, selon vous, quelles approches et stratégies sont à préconiser? En fait, moi, l'important, c'est d'amener l'élève à être capable de comprendre, c'est ça, la séquence qu'on va lui demander d'apprendre. Je vous dirais que c'est de la répétition. Donc, quand on parle, c'est sûr que d'un élève qui peut avoir une déficience intellectuelle, ça va être de répéter soit la consigne qu'on lui demande de réaliser. Donc, par exemple, d'être capable de lire un mot à 2 syllabes, là, puis on va lui demander dans différents contextes. Donc, l'important, c'est que l'élève puisse le pratiquer plusieurs fois pour que ça puisse être encodé. Dernier commentaire ou bien une chose à retenir de la déficience intellectuelle? Bien, j'aimerais dire que c'est des enfants qui peuvent apprendre, c'est des enfants qui peuvent développer des habiletés autant au niveau des habiletés cognitives que des habiletés sociales. Puis, c'est ça, on peut leur faire confiance qu'ils sont capables d'acquérir certaines compétences. Puis, c'est important qu'ils aient autant de droit à l'enseignement que tout autre élève, Oui, c'est vrai. malgré leurs difficultés. Ouais. Oui, c'est vrai. À la fin, je tiens à vous remercier. J'espère que vos réponses aideront les Oui. élèves en adaptation scolaire pour enseigner. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Avec tout ça en tête, rappelons que la déficience intellectuelle n'est pas une maladie, mais un état. L'enseignant joue donc un rôle clé. Accompagner l'élève, l'aider à s'intégrer et à devenir le plus autonome possible, autant à l'école que dans la vie de tous les jours.